Souleymane Niang. À la une de cette édition, les recours tous azimuts de la défense d'Ousmane Sonko en vue de son rétablissement dans le fichier électoral. Mémoire en défense déposée ce matin à Ziguinchor. Et puis devant la Cour de justice de la CEDEAO, l'affaire a été entendue et mise en délibéré au mois de novembre. Également au sommaire, les suites de l'affaire du corps exhumé et mutilé à Kaolack. Plusieurs personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête ordonnée par le parquet. Les détails dans un instant. 5e recensement général de la population et de l'habitat. Les chiffres préliminaires viennent de tomber. Principal enseignement, il y a désormais moins de femmes que d'hommes au Sénégal. La population reste très jeune et on compte un peu plus de 18 millions de Sénégalais. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous évoquerons la journée mondiale de l'épargne et nous débattrons de l'épargne au Sénégal avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde, Alioune Ba. Souleymane Niang. Les avocats d'Ousmane Sonko ont lancé une vaste offensive judiciaire pour rétablir leurs clients dans le fichier électoral. Ce matin, par exemple, à Ziguinchor, la défense du leader de PASTEF a donc déposé des mémoires en défense, suite à l'ordonnance du numéro 01-23 du 12 octobre 2023 rendu par le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, laquelle a ordonné à l'État du Sénégal de réinscrire Ousmane Sonko sur les listes électorales. Et à la suite du recours formé par l'agent judiciaire de l'État en cassation contre cette ordonnance, les avocats ont donc pris des mémoires pour attaquer systématiquement les arguments de l'État. C'était ce matin devant le tribunal d'instance de Ziguinchor et en vue de l'examen de cette affaire du recours de l'agent judiciaire de l'État par la Cour suprême dans les prochains jours. Vous le savez, la Cour de justice de la CEDEAO avait également été saisie par les avocats d'Ousmane Sonko sur la radiation des listes électorales et la dissolution de son parti PASTEF les Patriotes. L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre prochain. Là-dessus, je vous propose d'entendre l'un des avocats d'Ousmane Sonko, Juan Branco. Je tiens à dire très simplement deux choses. D'une part, la Constitution et l'élection de domicile sont parfaitement régulières dès lors que l'affaire que vous avez à traiter est directement liée à l'affaire de diffamation concernant M. Memba Niang dont il a été fait mention. Dès lors, la Constitution et l'élection de domicile dont il est fait mention auprès de mon confrère est valide pour la saisine de la CEDEAO qui peut être considérée comme une instance qui vient justement traiter et intégrer cette affaire. Je tiens à rappeler qu'on est dans une circonstance où l'on voit plaider des agents judiciaires de l'État sans robe, où l'on a vu tout à l'heure plaider quelqu'un qui n'était pas avocat. Il me semblerait grossier et inacceptable que l'on exclue des avocats qui sont parfaitement titre et mandat pour intervenir au prétexte de motifs procéduraux qui sont inventés à la dernière minute. Et nous reviendrons, j'imagine, sur la question des pannes d'électricité et du manque de générateurs qui semblent habiter l'État du Sénégal aujourd'hui. À noter que le débat était très houleux devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le président de la Cour a fini par retirer la parole à Juan Branco. Venons-en maintenant aux chiffres du 5e recensement de la population et de l'habitat du Sénégal. Le Sénégal en 2023 compte une population de 18 32 473 habitants exactement. Une population très jeune avec un âge médian de 19 ans. Cela veut dire que la moitié de la population a moins de 19 ans, l'autre moitié plus de 19 ans. Les femmes, pour la première fois, représentent moins de 50% de la population actuelle. Je vous propose d'entendre d'autres détails avec Aboubakar Sadir Bey, le directeur général de l'ANSD, au micro de Boubacar Dian. 18 32 473 habitants, avec cette fois-ci 50,6% hommes et 49,4% de femmes. C'est une population, et ça ne surprend personne, extrêmement jeune. Un âge médian de 19.
19 ans en âge médian, c'est-à-dire que donc il y a 50% de la population qui a moins de 19 ans et il y a 50% qui a plus de 19. Donc les moins de 35 représentent 75% de la population. En général, on dit que les jeunes, c'est jusqu'à 35 ans, donc ça veut dire que nous avons une population extrêmement jeune. La population âgée de moins de 15 ans représente 39,2%, mais nous avons aussi 3,8% de la population qui a 65 ans et plus. Donc quand on a fait le recensement en 2013, nous avons procédé à la projection de la population. Et la projection sur 2023 donnait déjà 18 275 000. Donc si vous calculez, vous verrez qu'il y a une discrepancy, il y a un écart de pratiquement 1,3%. 12h07. Venons-en maintenant à cette affaire du présumé homosexuel exhumé du cimetière de Léona Niassène. Réunion de crise ce matin au quartier Darou Salam Ndangan. Plusieurs jeunes du quartier ont été arrêtés après le saccage de la maison du défunt. Selon le chef du dit quartier, l'enquête se poursuit. Anna Rocha. L'affaire remonte déjà à un peu plus d'une semaine. C'était le lundi 23 octobre dernier que le jeune présumé homosexuel est décédé et depuis, que de rebondissements. 4 personnes pour le moment ont été arrêtées suite à l'exhumation de son corps au cimetière de Léona Niassène et d'autres personnes formellement identifiées seront interpellées dans les toutes prochaines heures selon nos sources. L'enquête, ouverte dimanche, se poursuit car avant la nuit terrible du samedi, il y a eu des incidents chez la maison même du défunt. C'était vendredi nuit. Pour empêcher son exhumation sur place, des jeunes ont saccagé la maison, brûlé des matelas et détruit d'autres biens à l'intérieur de la maison. Le chef de quartier de Darussalam Ndangan nous apprend qu'une réunion de crise est convoquée ce matin car plusieurs jeunes du quartier font l'objet d'arrestations. Mais en ce qui concerne l'état de santé de la maman du défunt, annoncée morte, elle se porte bien. Aux dernières nouvelles. RFM 94.0, la radio en puissance. Parlons maintenant de la tournée économique du Premier ministre dans la région de Thiès. Un mot revient dans la bouche de beaucoup d'habitants de la localité. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Non seulement il y a eu beaucoup de retard dans les rendez-vous fixés, mais plusieurs étapes ont dû être annulées. Mohamed Ali Mouba. D'abord, plusieurs retards ont été notés dans les rendez-vous donnés aux militants. Tout au long de son itinéraire, le Premier ministre devait être acclamé. Premier ministre et non moins capitaine de Benno Bokk Yakaar. Pour le journaliste du Soleil, Mbaye Sarr Diakhaté, ça s'appelle de l'improvisation. C'est d'abord une arrivée un peu tardive avec un accueil qui a pris du temps. Bon, arrivé à la gouvernance, nous on était là-bas déjà. Il y a eu des annonces. Il vient directement à la gouvernance, après il va chez Lindigen, donc ça fait un peu une tournée. Nous, on était directement chez Lindigen, on a voulu revenir, etc. Donc, grosso modo, déjà dans la première journée, c'était ça. Ensuite, il y avait un forum qui est programmé, une rencontre avec les acteurs économiques. Ça a pris du temps, ça a démarré tardivement, et ça a pris beaucoup de temps. Et à ce niveau, moi, je trouve qu'il y a un problème d'efficacité parce que si les gens restent très longtemps sur place, la nuit, bon, l'engagement et puis le suivi n'est pas toujours assuré. Le lendemain aussi, c'est un programme pour part de charge. On annonce le Premier ministre qui va le matin à Dakar pour revenir l'après-midi. Finalement, il reste le matin, c'est pour dans l'après-midi qu'il va à Dakar. Donc nous autres journalistes, dans la programmation, on ne s'est pas retrouvés. De l'improvisation des couacs, ça donne l'impression d'un Premier ministre qui ne maîtrise pas son agenda et ce n'est pas forcément bon pour un candidat à la présidentielle. Pour un candidat aussi qui aspire à diriger le pays, son staff doit travailler encore davantage à montrer une image beaucoup plus, je ne vais pas dire rigoureuse, pour ne pas trop dire un mot de trop. Aucune explication n'a été donnée jusque-là par le staff du Premier ministre. Certains journalistes ont vécu le calvaire de leur vie. Sambaba est journaliste à la radio Kyorkat FM. Que dire sinon que c'était très compliqué, on est resté presque toute une journée sans manger, presque sans boire. C'était extrêmement difficile ce parcours quand même, il faut le dire. Les équipes de journalistes ont dû composer avec les aléas de l'improvisation de cette tournée économique au centre très politique.
Pour l'étape de Mbour de cette visite du Premier ministre, l'association des ferrailleurs du département l'attend avec une longue liste de doléances. Selon les membres de la dite association, le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a bloqué l'exportation de la ferraille. Le président soutient que leur secteur est à l'agonie. Compte rendu, Ndeye Matidien. Les ferrailleurs de Mbour sont passés par tous les moyens pour décrocher un rendez-vous avec le Premier ministre Amadou Ba, mais en vain selon le président de leur association. Galaye Thiam soutient que c'est pour lui demander où est-ce qu'il en est avec l'enquête demandée par le président sur la ferraille. Cette visite du Premier ministre à Mbour est une occasion pour discuter des multiples maux dont souffre le secteur. Ils ne veulent pas l'arrêt de l'exportation de l'aluminium. Parce que nous avons des informations que le ministre du Commerce a écrit une lettre au ministre des Finances pour que l'exportation de l'aluminium sera fermée. Ce sujet-là, ça n'arrange aucun ferrailleur du Sénégal. C'est pourquoi nous, les ferrailleurs de Mbour, nous voulons que le Premier ministre reçoive les ferrailleurs et pour qu'il puisse parler du sujet de la ferraille. Depuis longtemps, le ministre du Commerce est en train de faire des manœuvres. Il n'a pas encore recevoir les ferrailleurs, de parler avec lui sur le sujet de l'exportation et sur le protocole. On a signé un protocole. Aucune industrie n'a respecté le protocole. Parce que les industries ne peuvent pas aller pour acheter tout le ferraille national du Sénégal. Le Premier ministre Amadou Ba est aujourd'hui à Mbour pour 2 jours, durant lesquels le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024 va rencontrer la population. L'association des ferrailleurs de Mbour espère en faire partie. Des Matidien Mbour, Radio Futur Média. Restons dans la région de Thiès où les formateurs de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, INEFJA de Thiès en sit-in ce matin. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique et l'augmentation des salaires. Matar Thiaou, un des formateurs, et porte-parole au micro de Charante Diop. Ce qui explique notre sortie, c'est que depuis plusieurs mois, l'État est en train de faire des augmentations de salaire à tous les niveaux, les fonctionnaires comme le secteur privé. Mais il s'est trouvé qu'au niveau de l'INEFJA, cette mesure n'a pas été appliquée ici. Cela s'explique parce que nous sommes payés dans le budget de l'INEFJA. Maintenant, notre statut d'agent non fonctionnaire ne nous a pas permis de bénéficier de cette augmentation. Pour avoir maintenant cette augmentation, l'État doit créer une relance budgétaire qui doit permettre au directeur de l'INEFJA de prendre en charge ses préoccupations. Mais malheureusement, il n'y a pas cette relance budgétaire. Et aussi notre statut d'agent non fonctionnaire ne nous permet pas aussi de bénéficier de prêts immobiliers dans les banques à cause de la modicité de nos salaires. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Tout le personnel confondu, composé 21 agents, composés de chauffeurs, de cuisiniers, de surveillantes, de lingères, de techniciens de surface, de gardiens et de formateurs. L'État peut prendre 2 mesures, mais si on entame la première mesure, ça peut retarder l'augmentation, c'est-à-dire de verser le personnel dans la fonction publique. Mais ça là prend du temps. Mais pour le moment, on peut vraiment faire une augmentation sans attendre cette mesure. Donc nous demandons une augmentation de salaire, y compris les indemnités, c'est-à-dire les primes des autres services comme la cuisine, les vigiles qui sont là 24 heures sur 24. Donc vraiment, avec ce relance budgétaire, le directeur de l'ENEJA pour régler ce problème. À 12h14, évoquons cette coupure d'électricité notée depuis hier soir en centre-ville et au port. La Sénélec explique cette situation par un incident au poste de Bel-Air. Mais la société d'électricité annonce son retour à la normale d'ici ce soir. Écoutons Abdelkader Khan, directeur réseau principal de la Sénélec, au téléphone avec El Hadj Ndiogou. Depuis 1h du matin, donc, au niveau de la station de Bel-Air, nous avons eu un incident qui crée actuellement un manque d'électricité au niveau du centre-ville de Dakar. Donc les équipes sont ici depuis cette date-là et sont en train de travailler pour la remise en service ici ce soir, Inch'Allah. Principalement au centre-ville, actuellement, le centre-ville de Dakar, entre la zone de Lamine Gueye, entre la rue Lamine Gueye, Lamine Gueye, Petersen et toute cette zone-là en tout cas, depuis ce matin, et dans la zone du port aussi. On voulait présenter aussi nos excuses à toute la clientèle de Sénélec, pour leur dire que nos équipes sont à pied d'œuvre au niveau de la station de Bel-Air pour remettre rapidement l'électricité, et on s'excuse de ce désagrément
causé depuis ce matin. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Ce 31 octobre, dernier jour d'octobre rose, journée de sensibilisation et de dépistage des cancers de la femme à l'Assemblée nationale, occasion pour les parlementaires femmes de relancer le débat sur les moyens mis dans la lutte contre le cancer du sein, le plaidoyer, permettre aux femmes de se faire dépister de manière précoce, entre autres, et prévenir le cancer du sein. Une initiative dont se félicite la LISCA qui a collaboré avec les femmes de l'Assemblée nationale. Compte rendu, Nafissa Toussila. Une assemblée nationale contre le cancer du sein. Toutes ont arboré le nœud rose et sont venues se faire dépister. L'initiative est partie du président de l'Assemblée nationale, initiative applaudie par la Commission santé et des affaires sociales. Toutes les parlementaires y ont adhéré pour sensibiliser sur le dépistage précoce du cancer du sein. Mame Gueye Diop, présidente de la Commission. C'était juste un message de sensibilisation. Je pense que le point le plus important dans cette journée-là, c'était de permettre aux femmes de l'Assemblée nationale en général, aux collègues députés femmes aussi, mais aussi à tous celles qui sont venues aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de savoir exactement quels sont les facteurs qui peuvent causer les types de cancer. Première initiative du genre pour cette 14e législature. L'objectif, appuyer la LISCA. Honorable député Mame Gueye Diop. La première chose qu'on a fait comme activité, c'est de regrouper des fonds et envoyer ça au niveau de la LISCA. Je pense que notre groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, mais l'ensemble des députés aussi des autres mouvances ont pu donner quelque chose pour qu'on puisse donner ça à la LISCA. La Ligue sénégalaise contre le cancer se dit sensible par rapport à cette activité. Pour Fatma Guenoune, la présidente, l'Assemblée nationale doit soutenir davantage le secteur de la santé. Et donner beaucoup plus de moyens pour rendre abordable le traitement du cancer au Sénégal, voire rendre ce traitement gratuit. Il y a des possibilités. Il y a des pays qui nous entourent qui font un traitement gratuit. C'est vrai qu'il faut un tiers payant, mais ce n'est pas au peuple d'être le tiers payant. C'est à l'État de trouver les moyens de comment rendre vraiment accessible les traitements du cancer et investir dans la prévention. Au-delà de tout, la LISCA porte un autre plaidoyer, rendre effective la politique de dépistage du cancer du sein. Octobre rose toujours à Rufisque. Hamad Social, une association co-créée par le lutteur Eumeu, a organisé une journée de dépistage au Lac Rose au profit des femmes du département. L'association s'engage à prendre en charge les cas positifs. Compte rendu, Abdou Diouf Diagne. C'est tellement dur de perdre une mère, en même temps de perdre une tata, en l'espace de 6 mois. Ce témoignage d'Oulimata Ndoye illustre les ravages des cancers féminins dans les familles. C'est pour barrer la route à ce tueur silencieux que le lutteur Eumeu et la gérante d'hôtel Khadi ont organisé une journée de dépistage au profit des femmes du département. C'est pas normal de faire toute une carrière et ne pas aider les gens qui sont dans le besoin. Pour vaincre le mal, l'éducation sexuelle ne doit plus être un tabou, conseille ces sages-femmes. Il y a des communications ou des échanges un peu tabous ou des discussions un peu tabous et je crois qu'il est temps de lever ces barrières-là. Vraiment, il est temps de discuter de la sexualité, y compris la sexualité des adolescents et des adolescents, pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles, donc le cancer du col de l'utérus, mais aussi sensibiliser par rapport au dépistage du cancer du sein. Une activité pareille a été organisée à Sébikotane par l'association villageoise d'épargne et de crédit. Octobre Rose a été célébré pratiquement dans tout le département de Rufisque. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Plusieurs morts dans le naufrage d'un bateau au Nigeria. 17 corps ont été repêchés et 70 personnes sont toujours portées disparues depuis samedi et 14 passagers ont été sauvés. L'accident s'est produit dans l'état de Taraba selon des responsables de l'agence nigériane de gestion des situations d'urgence. L'embarcation transportait une centaine de personnes dont des commerçants et des enfants. Elle a chaviré alors que les passagers se rendaient à un marché dans le village de Mayo-Raneva dans le district de Karim Lamido. Au Mali, les soldats de la MINUSMA quittent Kidal. Il n'y aura plus de casque bleu de l'ONU à Kidal à partir de ce 31 octobre. La MINUSMA a entamé ce matin son retrait définitif de cette ville du nord Mali sous contrôle des rebelles du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement qui ont repris les armes. Plus de 100 gros véhicules militaires et civils escortés par les casques bleus tchadiens et guinéens ont quitté Kidal.
mondial. Destination Gao, le voyage devrait durer 4 à 5 jours. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Sa candidature avait été contestée par 2 requêtes. La première a été rejetée tandis que la deuxième a été déclarée recevable mais non fondée. Les contestations portaient principalement sur des allégations de nationalité étrangère prétendument détenues par Moïse Katumbi. Le roi Charles III au Kenya depuis hier pour une visite d'État, sa première dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Le souverain britannique et sa femme Camilla y resteront jusqu'à vendredi entre Nairobi, la capitale, et Mombasa, ville portuaire sur la côte Est. Une visite sur invitation du président William Ruto alors que le Kenya s'apprête, Suleiman, à célébrer ses 60 ans d'indépendance en décembre. Guerre Israël-Hamas, l'armée israélienne progresse dans la bande de Gaza. Elle a fait pénétrer des blindés dans la bande de Gaza pour ce qu'elle considère comme la 3e phase de l'opération militaire. Le porte-parole de l'armée israélienne a confirmé ce matin que les troupes israéliennes se trouvent dans différentes parties du nord de la bande de Gaza. Hier lundi, le premier ministre Benjamin Netanyahu a exclu tout cessez-le-feu, une décision qui constituerait selon lui une reddition face au Hamas. La Tunisie, pour terminer, évasion de 5 prisonniers considérés comme dangereux. Ils se sont évadés d'une prison proche de la capitale Tunis. Une annonce du ministère de l'Intérieur qui a publié leurs photos et a appelé les populations à collaborer en les signalant afin de prévenir des actes terroristes. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Notre rubrique Point de vue dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la question de l'épargne au Sénégal, le prétexte de la journée mondiale de l'épargne célébrée ce 31 octobre, et pour ce faire, nous serons avec M. Yoroba, ancien directeur de l'inspection postale et de l'audit de la Poste, et Famara Ibrahima Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actifs. RFM Sport. Le journal des sports à la présentation, Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Suleiman. Football, après la première journée de la nouvelle saison, place au bilan. Place au bilan après les 7 rencontres de Ligue 1 jouées entre vendredi, samedi et dimanche, c'est-à-dire ce week-end. L'heure est au bilan. Les attaquants ont bien démarré la saison avec 12 buts marqués sur l'ensemble des 7 rencontres. Le champion en titre a concédé le nul pour sa première cette saison. À noter également la victoire de Dakar Sacré-Cœur hier devant l'équipe de la Sonacos. Dakar Sacré-Cœur qui s'est longtemps battu la saison dernière pour ne pas être relégué en Ligue 2 a bien démarré la saison, ce qui promet donc. Maintenant, nous allons écouter dans les prochaines heures le directeur exécutif de la Ligue professionnelle pour la programmation de la deuxième journée. Ce qui va attirer l'attention, c'est où vont se dérouler les rencontres de Génération Foot et de Djambar, puisque ces deux équipes ne peuvent plus désormais accueillir leurs rencontres à domicile, c'est-à-dire à Déni Biram Ndao et au stade Fodé Wade. Lutte avec Frappe, le roi des arènes revient au devant de la scène ce week-end. Après 4 ans d'absence, Modou Kharello va renouer son game et descendre dans l'arène. Une première sortie à l'arène nationale pour l'actuel roi des arènes qui est resté 4 ans donc loin de l'actualité pour des raisons de blessure. Ce mercredi, il va faire un open press pour se préparer, mobiliser ses supporters, les galvaniser en vue de son combat face à Ama Baldé prévu le 5 novembre prochain. Khadim Gadega, président de l'écurie Rock Energy, est revenu ce matin avec nous sur cette actualité avec l'open press prévu demain qui va se tenir au stade municipal des Parcelles. On avait décidé d'organiser l'open press de Modlo au terrain Acapes, un grand terrain de la station Dior, mais finalement on l'a délocalisé au stade municipal. Lors des matchs Nawetan, il y avait des problèmes des sous-forêts. La commune, les agents municipaux ont décidé de fermer le stade. Mais après des démarches de bonne volonté, qui ont essayé, qui ont parlé avec le maire est revenu dans de meilleurs sentiments et nous a donné le stade municipal. Il y a plus de commodité et de sécurité pour organiser ce genre d'événement. Donc nous profitons sur l'occasion pour remercier les agents municipaux, les adjoints au maire, à tous les supporters de Modulo, à tous les fans, à tous les Parcellois et
les habitants des environnants de venir très nombreux demain à partir de 15h au stade municipal. Booster leurs lutteurs, accompagner leurs lutteurs, de vivre l'ambiance avec Moussa Yassine Baye et Modulo pour l'open press qui se déroulera demain pour le combat de Modulo Ama Baldé. Le roi est-il confiant pour la victoire? Oui, il est très confiant. Ce combat-là a duré plus de 4 ans. Donc, toutes les préparations sont terminées. Ce qui reste, c'est les récupérations, c'est travailler la vivacité et les aspects tactiques. Mais on est confiant que le dimanche de jour J, le couronne rentrera au Parcelles Assainies, Inch'Allah. Comment donc analyser la forme physique après la préparation qui a duré plus de 3 ans? Abdoulaye Dembélé a scruté la forme physique de Modulo. Voici sa réponse. Modulo, il fait partie des lutteurs les plus sérieux aux entraînements. Lors de leur combat, affiche une forme d'athlète. Il sait toujours comment aborder son combat, bien entendu, en fonction de l'adversaire en face de lui. Il est très bon offensivement et très doué techniquement. Avec une énorme expérience, on pense que le Roc des Parcelles a de grands atouts pour pouvoir créer un grand exploit face à Ama Baldé ce dimanche. Mais attention, la mission est sans doute très délicate pour le roi des arènes. Il affronte un jeune sûr de son potentiel, très courageux et qui ne calcule pas ses adversaires. Ama Baldé affiche ce même état d'esprit dans ce combat et dans un coin de sa tête, il est quasi certain de sa victoire en se nommant déjà futur roi des arènes. Cela veut dire que le fils de Falaye Baldé a déjà un mental d'affaires. D'acier. Modulo va inaugurer l'arène nationale ce dimanche après 4 ans hors course. Il est physiquement bien affûté, tout le monde l'a remarqué. Mais selon toute vraisemblance, il mise sur l'endurance et la mobilité. Des armes qui l'ont toujours aidé face à des lourds comme Lac de Guerre 2, comme Griboro. Mais est-ce que cela lui réussira face à Ama Baldé? Rien n'est moins sûr. Ce qu'il faut dire en réalité, Modulo est un lutteur qui n'est jamais perturbé dans un combat, qui reste toujours très serein, très bien fixé sur son objectif. Pékin qui va affronter Parcelles. L'enjeu de ce combat, c'est le titre de roi des arènes. Nous reviendrons avec d'autres spécialistes sur l'état de forme et la préparation d'Ama Baldé avant d'écouter les amateurs tout au long de la semaine. Et dimanche, si Dieu nous prête vie, ce combat sera en direct sur la RFM. Merci, Malal Junior Diagne. RFM, presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Exhumation du corps du présumé homosexuel à Kaolack. Les premiers suspects tombent. 4 suspects en tout et le cerveau de la bande qui a organisé le bûcher en fuite. Le journal Libération remarque que c'est là donc les premiers résultats de la vaste traque lancée par le commissariat de Kaolack. Les policiers qui ont exploité les vidéos disponibles sur le net, les réseaux sociaux, ont désormais une idée claire des instigateurs et bientôt tous vont devoir répondre de leur acte abject. Abject, vous avez dit, Léona Niassène, le quartier de Kaolack où les faits ont eu lieu, s'indigne. La famille religieuse sur place dégage d'emblée de toute responsabilité. Le journal Le Quotidien écrit que le calife de Léona Niassène condamne toute interprétation déviante de notre religion qui justifierait de tels actes. Dans Vox Populi, Mamatar Gueye monte au créneau au nom de Yamra. Il explique pourquoi le Coran condamne ce qui s'est passé à Kaolack et de rappeler les paroles d'Allah: si ce n'est le Seigneur du feu lui-même, aucun croyant n'a le droit de châtier son prochain par le feu. Il faut avoir le courage de reconnaître que l'État y a une part de responsabilité. Les défenseurs des droits humains réclament aussi justice. Dans le même journal, Seydi Gassama de Amnesty International Sénégal et la Ligue sénégalaise des droits humains haussent le ton. Ils s'indignent. Le Témoin pointe une indignation générale au Sénégal et à l'étranger. Dans son commentaire du jour, le journal constate que dans cette affaire, l'État a failli. Comment on est arrivé justement à cet abîme? L'Observateur fait le diagnostic de l'ensauvagement des Sénégalais. On passe progressivement d'une société civilisée empathique à une société violente qui se réjouit devant le malheur d'autrui. Pour le journal L'Info, le Sénégal est désormais sur une pente vertigineuse, une pente dangereuse. Le journal fait lui aussi le diagnostic d'une société malade qui s'ignore. Justice populaire. Le confrère écrit que la vindicte populaire perpétrée à Kaolack n'est que la phase
face visible du grand iceberg. La population sénégalaise a de plus en plus la propension à se faire justice elle-même en foulant du pied les institutions judiciaires régaliennes envers qui elles ont de moins en moins confiance. Le confrère rappelle qu'avant ce jeune présumé homosexuel à Kaolack, un vigile a été tué à Ngor sur la base de simples soupçons. En 2022, un jeune garçon du nom de Ndiaga Ndiaye a trouvé la mort dans des conditions atroces à Liberté 5, attaché à un poteau de terrain de foot du quartier. Le menuisier ébéniste de son état a été lynché à mort par une foule en furie. L'ampleur du phénomène très en vogue n'a pas épargné l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en juin dernier. On a donc une jeunesse radicalisée. Ousmane Sonko est la saisine de la CEDEAO. L'examen du recours de l'opposant est prévu aujourd'hui devant la juridiction sous-régionale. Une audience attendue. L'État du Sénégal déclare d'emblée forfait. L'AGE, l'agent judiciaire de l'État, évoque des raisons techniques liées à la fourniture d'Internet et de l'électricité. Il propose un renvoi jusqu'au 8 novembre prochain. Niet catégorique des avocats d'Ousmane Sonko. En tous les cas, c'est une audience à 1000 enjeux. Sud Quotidien rappelle que les décisions généralement rendues par cette juridiction n'ont jamais été respectées par le Sénégal, en tout cas sous l'ère Macky Sall. Walfadjri écrit d'ailleurs que Sonko est face à un mur pour cette présidentielle. Report de la présidentielle, la proposition de Boubacar Camara et cette réponse cache du porte-parole du gouvernement du Sénégal, Abdou Karim Fofana Dignette. Pas question, eh bien, la présidentielle se tiendra à date échue, a-t-il indiqué dans le journal LAS. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade Quotidien, 8e ballon d'or pour Messi qui cimente ainsi sa place dans l'histoire. Il dit que c'est un plaisir qui ne le quittera jamais. Sûr que Haaland et Mbappé arrivés respectivement 2e et 3e gagneront ce prix. Dans le journal Sunu Lamb, roi des arènes, bête noire des Pikinois, idole des foules, Modou Lô, une véritable machine de guerre, 24 combats pour 20 victoires, roi des arènes en 2019. Donc le challenge c'est montrer qu'il ne boxe pas dans la même catégorie que Ama Baldé, double détenteur par ailleurs du trophée ANPS en 2016 et 2019. Bonne lecture à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h32, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Ce 31 octobre, journée mondiale de l'épargne. Quel est l'état de l'épargne au Sénégal du point de vue des consommateurs, mais également des institutions qui collectent l'épargne publique? Nous tenterons de répondre à cette question en tenant compte du contexte du Sénégal économique et social. Avec nos deux intervenants du jour, M. Yoroba, ancien directeur de l'inspection postale et de l'audit de la Poste, Société nationale. M. Ba, bonjour. Bonjour, M. Nyan. Je suis également avec M. Famara Ibrahima Sissé, président de l'ACSIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Famara Ibrahima Sissé, bonjour. Bonjour, M. Nyan. Alors, on commence avec vous, M. Yoroba. Alors, le produit classique que nous avons connu quand on était enfant, pour certains d'entre nous en tout cas, c'était le livret d'épargne de la Poste. Aujourd'hui, où en est-on? Quelle est la place de la Poste dans la collecte de l'épargne au Sénégal? Je pose la question parce que il y a quelques jours, l'actualité a été un peu dominée par la complainte de tous ces clients de la Poste qui avaient déposé une partie de leur épargne dans les caisses de la Poste et qui ne peuvent pas y accéder maintenant. Oui, bonjour M. Nyan, bonjour à vos auditeurs, M. Tissé. C'est vrai que le livret d'épargne est un produit phare en fait de la Poste, un produit historique. Donc, si on compare par rapport à ce qui se fait au niveau du marché, la Poste offrait le taux d'intérêt, en fait, le taux de placement le plus important. C'est vrai, ça a été à un moment diminué du fait du changement de la conservation de l'épargne. C'est le Trésor qui gérait. Ensuite, on a migré l'épargne vers la CDC. La Caisse des dépôts et consignations. Voilà, la Caisse des dépôts et de consignations. Donc, qui avait fait
ramener le taux de rémunération de 6,5 à un peu moins de, enfin aux alentours de 4,25, voilà. Donc ce qui a fait plus ou moins impacter sur l'offre de la Poste. Néanmoins, elle demeurait toujours quand même en termes d'offre en fait d'épargne la première institution dans ce sens-là. Alors, pour donner une idée un tout petit peu, alors aujourd'hui dans les autres institutions telles que les banques, les institutions de microfinance et peut-être même les caisses d'épargne rémunèrent peut-être un peu plus, mais la moyenne c'est entre 3,5 et 4,5. À l'époque où la Poste servait 6,5% de taux d'intérêt, effectivement, il y avait quand même un bel avantage comparatif à 4%, 4,25%. Évidemment, ça peut encore être compétitif par rapport aux banques, mais en termes de sécurité même de cette épargne, c'est ça la question, c'est ça le problème. Est-ce que la Poste n'a pas failli de ce point de vue-là, au point que les gens se sont un peu désintéressés pour aller vers les banques, les institutions de microfinance et les caisses d'épargne? Non, la Poste, dans ce sens-là, la Poste n'a pas failli. C'est effectivement la crise qu'elle traverse qui a altéré son image. Donc, comme c'est une relation de confiance entre l'épargnant et l'institution, c'est sûr qu'il y a des conséquences, disons, il y a des répercussions, mais altérant plus ou moins cette relation-là. Voilà, donc ça c'est vrai, mais il faut dire que la Poste ne garde pas par devers elle quand même l'épargne des consommateurs. Elle le verse au niveau de la CDC et actuellement, d'après les dernières estimations, il y a au moins 9 milliards que la CDC détient pour le compte de la Poste. Je pense qu'une solution pour effectivement faire retrouver aux épargnants et aux déposants plus ou moins leur avoir, mais c'est que la CDC puisse quand même rétrocéder en fait cette épargne-là qu'elle détient pour le compte de la Poste, puisque ça appartient aux épargnants. Il faut dire que l'épargne publique est très réglementée dans nos économies, y compris au Sénégal. Je reviendrai avec vous tout à l'heure, M. Roba, sur peut-être les voies et moyens de promouvoir l'épargne telle que la Poste le faisait à l'époque avec les élèves, avec les artisans, les commerçants, etc. Mais avant cela, Famara Ibrahima Cissé, est-ce que le Sénégalais a de quoi épargner avant même de parler de cette, des voies et moyens de promouvoir l'épargne? Quelle est la situation aujourd'hui des clients des établissements? Est-ce qu'il reste suffisamment de moyens quand on a fini de consommer son salaire ou d'autres revenus pour épargner? Oui, Monsieur Niang, il faudra retenir que les Sénégalais ont des revenus faibles. Et pour rappel, l'épargne n'est rien d'autre que ce qu'on aura gardé pour faire face aux difficultés, aux besoins futurs. Malheureusement, les Sénégalais n'ont pas des revenus suffisants qui leur permettent d'épargner. Avec le coût de la vie qui est excessivement cher, même ceux qui épargnaient n'arrivent plus à épargner parce qu'ils ont vu leur pouvoir d'achat lourdement diminuer. Et au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle les pratiques bancaires qui découragent en réalité l'épargne. Malheureusement aussi, il faut retenir qu'il n'y a pas d'éducation dans ce sens. Dans notre culture, nous ne savons pas épargner, mais aussi il n'y a pas d'éducation développée par l'État du Sénégal, par le régulateur et par les institutions financières pour stimuler les réflexes d'épargne chez les épargnants. Ce qui fait que l'épargne est très faible au Sénégal et cela porte un coup extrêmement dur pour l'économie du pays. Si nous prenons les pratiques bancaires, je vous dis qu'il y a même des banques qui rappellent certains épargnants à venir muer leur compte épargne en compte courant. Nous avions posé ce problème sur la table du président de la République lors du conseil présidentiel sur la vie chère pour que l'État intervienne parce qu'il est inacceptable que des banques refusent l'épargne et à la limite même
demande à des usagers de changer leur compte épargne en compte courant pour tout simplement éviter ou bien se soustraire à la rémunération de l'épargne. Vous l'avez dit tout à l'heure, la Banque centrale a fixé un taux minimum de rémunération de l'épargne. Et ce taux minimum, c'est 3,5%. Non seulement les banques ne respectent pas les 3,5%, mais les banques soutirent des frais, des taxes, des ajouts sur les comptes épargne, ce qu'on peut dénoncer, mais ce qui est banni par la réglementation. Et je vous dis, avec ces pratiques, quand les usagers, quand les ménages n'arrivent plus à épargner, les taux d'intérêt vont grimper. Parce que les banques utilisent cette épargne pour financer l'économie du pays, pour financer les projets des jeunes, les projets des femmes. S'il n'y a pas d'épargne, les banques n'auront pas suffisamment de liquidité pour financer l'économie du pays. Donc, c'est des pratiques qui, à la limite même, iront dans le sens d'augmenter les taux d'intérêt. Donc, voilà donc la situation de l'épargne qui a des conséquences extrêmement dures sur la consommation même, parce que les banques, si elles donnent des crédits, parce que n'ayant plus d'épargne, les ressources sont rares, n'ayant plus de liquidité, à des taux exorbitants, nos entreprises vont devoir limiter leur production. N'est-ce Et pas? si les entreprises limitent leur production, les consommateurs aussi vont voir leur consommation diminuer et les entreprises vont encore devoir, dans ce cas de figure, se séparer de certains de leurs employés, ce qui va créer un chômage ambiant. Donc cette baisse de productivité va faire même chuter la croissance et le PIB de notre pays. Alors, Yoroba, je le disais tout à l'heure, comment promouvoir l'épargne, la culture de l'épargne chez les citoyens? Quel rôle la Poste devrait-elle jouer dans cette promotion, dans cette vulgarisation de l'épargne? Et comment faire en sorte que les gens privilégient l'épargne au niveau des banques, de la Poste, des caisses d'épargne, plutôt que des formes alternatives? On a vu que les femmes, par exemple, vont investir dans l'or ou dans d'autres biens qui leur permettent après de retrouver leur patrimoine le jour où elles en ont besoin. Oui, M. Niang. Bon, M. Cissé a plus ou moins mis le doigt là où ça fait mal, c'est la question du pouvoir d'achat. Effectivement, le pouvoir d'achat est très faible au niveau des ménages. Maintenant, effectivement, il y a comme vous l'avez cité, certaines catégories où on peut collecter encore de l'épargne. C'est des organisations qui ne sont pas encore organisées et qui constituent des niches. Voilà. Au niveau, vous avez parlé tantôt de l'épargne scolaire. Ça, apparemment, toutes les institutions, en fait, l'exploitent. Vous avez parlé des artisans, vous avez parlé effectivement des associations féminines, etc., qui ont plusieurs activités. Donc, ce sont effectivement des niches qui, effectivement, peuvent être source à collecte plus ou moins d'épargne. Au lieu d'avoir des comptes qui auraient tendance à être lourds à manipuler, et donc l'épargne, comme elles le font, puisqu'elles s'organisent plus ou moins en ce qui concerne les femmes, leur forme de tontine qu'elles organisent, c'est une forme d'épargne qu'on devrait plus ou moins aussi calquer au niveau des institutions financières, notamment au niveau de la Poste, qui couvre plus ou moins une étendue en fait, territoriale assez importante. Voilà. Très bien, quelques propositions à explorer, effectivement. Quant à vous, Famara Ibrahima Cissé, quelles sont vos propositions pour promouvoir l'épargne et faire contribuer davantage, justement, cette épargne au développement économique et social du pays? Vous savez, en ce qui concerne d'abord la Poste, je tiens à rappeler les C de la finance. Il y a le capital, il y a la crédibilité et il y a la confiance. Malheureusement, aujourd'hui, avec la Poste, les gens n'ont plus confiance et les usagers sont en train de quitter. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas déposer leur épargne à la Poste et ne pas pouvoir en disposer. Nous avons reçu beaucoup de réclamations
Aujourd'hui, même pour les salaires, les usagers ne parviennent pas à percevoir leur salaire à la poste. Vous prenez une entreprise qui avait domicilié son salaire à la poste, ses revenus à la poste. Aujourd'hui, ses fournisseurs sont inquiets parce que les chèques ne passent plus. Et là, c'est la Banque centrale qui devait prendre ses responsabilités pour exclure la poste de la compense. Malheureusement, cela n'a pas été fait. C'est arrivé à beaucoup de gens. Donc, la question de la poste, il faudrait d'abord recapitaliser la poste, redonner à la poste une certaine crédibilité pour attirer la confiance des usagers. Et la poste doit innover avec la banque postale. Malheureusement, cela n'est pas fait. Pour revenir justement à ce que votre question, on peut épargner dans plusieurs secteurs. On peut épargner à travers les assurances vie, les assurances d'emploi. On peut épargner avec les banques, avec les comptes épargne à la banque, dans les institutions de microfinance. On peut aussi épargner avec les mutuelles de santé. Parce que la mutuelle de santé, ce n'est rien d'autre que de l'argent que vous épargnez pour que demain, si vous tombiez malade, que la mutuelle puisse vous prendre en charge. Il y a aussi les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite. Donc là, on peut aussi épargner avec les caisses de retraite, de sécurité. Ce n'est rien d'autre que de l'argent que vous gardez pour que demain, si vous allez à la retraite, que vous puissiez recevoir une certaine rémunération. Donc il y a plusieurs façons d'épargner. Et pour ce faire, il faut développer des campagnes de sensibilisation et de propagande allant dans le sens de développer des réflexes d'épargne chez les populations. Malheureusement, cette politique-là n'est pas menée par les institutions bancaires, encore moins par la Banque centrale, encore moins par l'État du Sénégal. Et ceci est à déplorer. Et vraiment à déplorer parce que c'est sur la base de la collecte de l'épargne des ménages que l'économie en réalité est financée à moindre coût. N'est-ce pas? On a oublié de parler effectivement des tontines aussi. Des tontines, c'est plus le monopole des femmes, même des hommes participent aux tontines maintenant. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'une heure. Et pour l'instant, il est 12h47. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé.